Pour l'instant, le conflit s'apparente à une énième confrontation russo-ottomane. Les Français et les Britanniques vont alors essayer de trouver une issue diplomatique qui satisfasse tous les partis. La Russie, elle, se dit prête à la paix, tant que les droits des orthodoxes seront clarifiés. Il n'y a donc pas à s'inquiéter, tout sera vite réglé. Mais ce petit jeu diplomatique va brusquement prendre fin. Depuis de nombreuses années, les Russes sont en guerre contre les populations révoltées de Circassie. Et comme les ennemis de mes ennemis sont mes amis, les Turcs aident la lutte. Le moyen le plus rapide d'approvisionner ces territoires est par la mer. Mais la différence est de taille entre Ottomans et Russes, ces derniers possédant leur puissante flotte de mer Noire. Qu'importe, les Ottomans enverront leur logistique. Cette décision fait encore débat chez les historiens, certains y voyant un stratagème ottoman pour forcer l'entrée en guerre des Occidentaux. Toujours est-il que le 30 novembre 1853 arriva ce qui devait arriver. Une flottille russe intercepta en effet le convoi ottoman dans la baie de Sinope. Il n'y eut pas de suspense, les Russes et leurs boulets explosifs terrassant de loin les vieux bateaux ottomans. Mais les officiers russes décidèrent en plus de se rapprocher des bateaux déjà détruits, afin de s'assurer qu'aucun n'en réchapperait. Pire encore, ils bombardèrent et détruisirent ensuite la ville. Bilan de la bataille de Sinope, 3000 morts côté ottoman, 37 côté russe. Mais ce n'est pas à cause de son bilan humain que la bataille est aujourd'hui connue. C'est surtout parce que celle-ci précipita l'entrée en guerre de la France et de la Grande-Bretagne. Pourquoi ? D'une part parce qu'elle montrait le bellicisme russe, mais surtout à cause de la presse. Les journaux occidentaux de l'époque avaient une caractéristique commune. Ils étaient, à peu près tous, profondément russophobes. Tout ce qui pouvait avoir une influence russe était donc conspué par une large partie de la presse. Aucune personnalité ne semblait à l'abri. Ainsi, quand le prince Albert de Saxe-Cobourg, mari de la reine Victoria, fut accusé de sympathie pour la Russie, ce fut avec une telle violence que la reine même menaça d'abdiquer. Alors, de Sinope, on imagine bien que la presse française, mais surtout britannique, va faire un scandale, mobilisant l'opinion et donc mettant une pression accrue sur les gouvernements. C'est ainsi que pour défendre leurs intérêts et pour satisfaire leur opinion, la France et la Grande-Bretagne entrent en guerre fin mars 1854. Une guerre russo-ottomane vient de dégénérer en guerre européenne. Ce qu'on appelle guerre de Crimée ne s'est pas déroulée uniquement en Crimée. Elle a eu 3 théâtres d'affrontements principaux, tous autour de la mer Noire. La péninsule de Crimée, les Balkans et un front mineur avec les révoltés du Caucase. Les premiers combats vont avoir lieu exclusivement dans les Balkans. En effet, dès les premières heures de la guerre, en juin 1853, la Russie envahit la Valachie et la Moldavie. Ce front a plusieurs intérêts. D'une part, il permet le contrôle du Danube. Mais surtout, il est propice à une marche vers Constantinople, capitale de l'Empire ottoman, dont la prise serait un événement majeur. Ainsi, les deux camps, russes et ottomans, massent leurs forces dans cette région. Les combats sont féroces et la guerre prend parfois l'allure d'une véritable guerre de religion, avec des massacres de population. Pour ce qui est des forces en présence, les Russes ont l'avantage. En effet, l'armée ottomane est un mélange de toutes les populations de l'Empire, parlant des langues différentes et dépourvue d'administration centralisée. Bref, le désordre règne. Mais malgré tout, les Turcs vont faire du tort aux Russes. C'est en particulier le cas à Silistria, sur les bords du Danube. La ville est assiégée à partir de mai 1854 et les Ottomans vont s'y battre à 1 contre 3. Et pourtant, ils tiendront la ville jusqu'à ce que les Russes lèvent le siège. Car en juin 1854, les Russes se replient, évacuant même la Valachie et la Moldavie. Pourquoi ? Il y a 2 raisons. La première est l'arrivée progressive des armées occidentales pendant l'été 1854. La deuxième est l'Empire austro-hongrois.
l'Empire austro-hongrois, est un empire majeur. À l'époque, il entretenait d'étroites relations avec son voisin russe, à tel point que l'alliance entre les deux pays avait été une composante majeure de la scène politique européenne. Mais cet État avait ses faiblesses. En effet, il avait en son sein de nombreux peuples qui, le plus souvent, aspiraient à leur indépendance. C'était en particulier le cas des populations slaves. Alors, bien entendu, quand la Russie, État slave par excellence, envahit une partie de l'Empire ottoman, cela crée des troubles dans les populations certes sous domination turque, mais aussi sous le joug austro-hongrois. C'est ainsi que pour calmer ces troubles, l'Autriche va faire volte-face et exercer une pression de plus en plus importante sur la Russie, la menaçant même d'entrer en guerre aux côtés des Occidentaux. Et Nicolas Ier ne peut se permettre de voir son armée prise à revers par le Nord. C'est ainsi que la retraite est ordonnée, la guerre dans les Balkans est terminée. Mais où sont les Français? Où sont les Anglais? Un peu plus au sud de Silistria, à Varna. Le déplacement des troupes a pris du temps. Beaucoup de temps. Et les armées occidentales, enfin prêtes au combat, voilà que les Russes se replient, laissant les Alliés complètement désœuvrés. Karl Marx, alors journaliste, écrira « 80 à 90 000 soldats anglais et français, ils sont là, les Français ne faisant rien, et les Anglais les aidant aussi rapidement qu'ils le peuvent. » Que faire alors? D'autant que le séjour à Varna ne va pas être de tout repos. D'une part, les Alliés vont faire l'expérience d'une maladie commune dans le delta du Danube, le choléra. Et celui-ci va faire des ravages pendant toute la guerre, les Français perdant jusqu'à 60 hommes par jour. D'autre part, en août 1854, par une chaude nuit d'été, un feu se déclare à Varna. Rapidement incontrôlable, il menace bientôt les réserves durement transportées. Les munitions parviennent à être sauvées, mais pas les vivres. Bref, la situation des troupes à Varna devient intolérable. C'est ainsi que pour justifier le coût de la guerre et aussi pour définitivement faire taire les ambitions russes dans la région, l'état-major allié décide d'un débarquement en Crimée. Pourquoi cette cible? Après tout, le centre politique se trouve plus au nord, à Saint-Pétersbourg. En fait, la Crimée est avant tout un symbole, car elle est la perle de l'Empire. Elle a été cédée aux Russes lors du traité de Koutchouk-Kenardji et marque ostensiblement leur volonté de s'imposer en mer Noire. Dans cet objectif, la régente de l'époque, Catherine la Grande, a eu l'ambition de développer fortement la péninsule. Ainsi, elle a fait sortir de terre des villes. C'est le cas d'Odessa, mais surtout de Sébastopol. C'est cette ville qui va nous intéresser en particulier, car si Odessa est un port de commerce, Sébastopol est un port militaire. C'est tout simplement la base de la flotte russe en mer Noire. Ainsi, s'attaquer et prendre cet arsenal, c'est complètement neutraliser les ambitions russes dans la région. D'où la décision des Alliés. Ainsi, le 14 septembre 1854, 42 ans jour pour jour après l'entrée en Russie de Napoléon Ier, les Français et les Anglais débarquent à Evpatoria, au nord de Sébastopol. Ils marchent vers la ville et rencontrent le 20 septembre les Russes sur les rives de l'Alma. La première grande bataille des Alliés va pouvoir débuter. Et assurément, ils ont l'avantage. Car si les Russes battent facilement les Ottomans, ils ne font pas de poids face aux armées occidentales modernes. En effet, leur armée est figée dans un autre temps. Dirigée par des généraux incompétents qui prennent grand soin à la parade, elle néglige totalement l'armement. Ainsi, alors que les Français et les Anglais donnent à leurs hommes des fusils miniers, les Russes sont encore équipés de mousquets tirant 4 fois moins loin. Les Russes se feront donc tailler en pièces, mais en ligne parfaite. En plus de leur armement supérieur, les Alliés vont pouvoir compter sur l'expérience des Français en matière de combat terrestre. En particulier,
un corps d'armée va se distinguer, ce sont les Zouaves. Et à Alma, leur action va être décisive. Les Russes se sont retranchés sur les hauteurs entourant la route vers Sébastopol, bien décidés à tenir. Les officiers estiment pouvoir défendre la position au moins une semaine, donnant le temps à la ville de se fortifier. Confiants, peut-être trop, les généraux ont même invité les femmes à assister à la bataille. Inutile après tout de s'inquiéter de l'aile gauche dépourvue d'artillerie. Les collines de ce versant sont bien trop hautes. Mais le jour de la bataille, les Zouaves vont réussir à escalader ces pans et même à y transporter leur artillerie. Les Russes sont pris à revers, c'est la déroute. La voie vers Sébastopol est ouverte. Mais la ville n'est pas du tout prête à endurer un assaut. Sébastopol se décompose en deux parties. La partie nord, faiblement défendue, et la partie sud, comptant quelques forts. Le tout est séparé par une large rade. Les rares fortifications ont été peu entretenues et ne peuvent faire face à l'attaque d'armées modernes. Ce manque d'investissement et d'infrastructures se fait d'ailleurs ressentir sur toute la Crimée. Ce problème n'est d'ailleurs pas nouveau, car quand Catherine la Grande vint visiter la région en 1787, elle s'extasia des infrastructures et de l'aménagement du territoire. En réalité, tout était faux. Et la légende raconte même que les villages qu'elle traversait n'étaient que de vulgaires décors de théâtre. La faute à la gestion rapace du ministre qui donnera son nom à ceux-ci, les villages Potemkin. Bref, la bataille de l'Alma laisse peu d'espoir à la ville. Si peu que le général en chef de l'armée de Crimée décide de n'y laisser que le strict minimum en hommes en attendant les renforts au nord dans une optique de reprendre la ville aux Alliés. Mais les Russes vont avoir de la chance, car certains décriront les armées alliées en ces termes: des lions dirigés par des ânes. Les officiers français et britanniques vont en effet accumuler les erreurs. La première d'entre elles est le fait d'attaquer la ville par le sud, là où les fortifications sont les plus fortes. La seconde est de poser le siège devant Sébastopol. En effet, a posteriori, il semblerait que la ville aurait rapidement cédé sous un assaut. Mais les officiers ne voulaient pas éprouver leurs hommes dans une action qui serait forcément très meurtrière. Noble sentiment, mais ridicule quand on regarde le nombre d'hommes qui vont mourir pendant le siège. Ainsi, d'une bataille qui aurait pu être rapide, les Alliés vont en faire un siège éprouvant de 349 jours. Il va concentrer les forces de tous les belligérants, les épuisant petit à petit, faisant de la prise de la ville le point crucial de la guerre. Ainsi, la guerre de Crimée trouvera sa fin ou dans l'échec ou dans la réussite du siège de Sébastopol.